podcast Oser l'aventure d'être soi. Je m'appelle Tiffaine Gualda, passionnée par l'entrepreneuriat, le voyage, mais aussi par l'humain et son potentiel infini d'exploration et de transformation. J'ai commencé jeune ma quête de sens et mon engagement dans des projets à impact positif m'a amenée dès mon adolescence à parcourir le monde. Aujourd'hui, je crée chaque jour la vie et le métier qui m'inspirent profondément et qui contribuent positivement au monde, et j'accompagne d'autres personnes à le faire. Je suis convaincue que la plus grande des aventures est celle qui nous invite à plonger au cœur de ce que nous sommes et de ce qui nous anime véritablement. À travers ce podcast, j'invite chacun à explorer avec moi ce qui le rend vivant, vibrant, et à dépasser ses peurs pour oser pleinement la grande aventure d'être soi. Alors, on y va ? Embarquement immédiat pour un voyage transformateur au cœur de soi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode invité qui est non pas un épisode en duo, mais un épisode en trio pour la toute première fois, puisque j'ai la joie de recevoir à mon micro Marie Boulier et Benoît Gorczynski pour une conversation autour de l'aventure du couple et de comment devenir un couple inspirant. Bonjour Marie et Benoît et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour à toi et merci de me proposer ce moment d'échange. Merci à toi. Alors Marie et Benoît, ça me tenait immensément à cœur de pouvoir vous recevoir sur le podcast parce que j'ai la chance de vous connaître personnellement et je suis émerveillée de voir l'évolution de votre parcours ces 4 dernières années. Et dans une semaine, tout pile à l'heure où nous enregistrons cet épisode, le 6 juin, votre premier livre qui s'intitule Le couple inspirant sera publié aux éditions Erol. Notre épisode de podcast sera en ligne le lendemain. Et donc, je me suis dit que c'était une occasion parfaite pour pouvoir vous offrir cet espace pour parler de ce thème si essentiel des relations amoureuses et de votre vision singulière de ce thème des relations amoureuses et du couple même au sens large, on va en parler, où finalement chacun est libre d'exprimer son unicité sans compromis. Est-ce que pour commencer, vous voulez bien vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas et qui vous découvrent à travers cet épisode ? Avec plaisir. Écoute, déjà à nouveau, merci pour cet espace d'échange. C'est toujours enrichissant de pouvoir expliquer comment on voit les choses et d'être confronté à des questions qui nous permettent de déployer cette méthode. Eh bien, moi, je viens du milieu de l'entreprise, puisque j'ai fait 18 ans dans les télécoms. J'ai eu la chance de découvrir la ruée vers l'or des télécoms dans les années 2000 et de déployer les premiers réseaux de fibre optique, ce qui m'amène à savoir mettre de la lumière dans la communication des gens, tu vois. C'est une manière de retrouver du sens. Et j'ai eu aussi la chance de faire un burn-out en 2014 et presque un deuxième en 2017. J'étais cadre dirigeant à cette époque-là et j'avais beaucoup de personnes à manager et j'avais des managers à ce moment-là à manager. La seule mission qui m'intéressait dans ce job-là, c'était de coacher mes managers. D'ailleurs, j'avais tout un parcours de gestion, de comment faire monter en compétence les managers de manière à ce qu'ils deviennent des managers coachs. Donc ça m'a amené effectivement, après quasiment le deuxième burn-out, à me poser la question, mais finalement, qu'est-ce qui me fait vibrer dans mon poste de directeur à ce moment-là? Et la seule mission qui m'intéressait, c'était de coacher mes managers. Donc, comme ça représentait que 20% de mon job, globalement, bah écoute, à ce moment-là, j'ai plutôt pris la décision de prendre la tangente du salariat pour aller me former au coaching auprès de David Laroche à l'époque, que j'ai suivi pendant quasiment 2 ans et demi. Et finalement, peu à peu, découvrir que ma couleur de coaching, c'était de travailler sur la modélisation de l'impact d'une personne, comment elle fonctionne, quel est son impact. Vraiment, la modélisation de la vibration, hein, c'est vraiment d'ailleurs l'une des innovations de la technologie et de la méthode qui permet de comprendre comment chacun fonctionne d'un point de vue processus, d'impact, pour faire briller son âme, on peut l'appeler comme ça aussi, et mettre en lumière, pour revenir sur la notion de lumière, cette vibration. De mon côté, moi je suis issue d'un parcours lié à l'exploration, au ressenti et aux nombreux choix de vie qui amènent à s'affirmer. Je suis issue d'un parcours grande école, école de commerce, et pareil, avec des prises de conscience assez rapidement, des événements que ce soit professionnels ou personnels, qui amènent à remettre en question finalement la place que j'ai envie de prendre dans cette vie, dans ce monde. Pour moi, ça a été vraiment tout un univers d'exploration à travers le voyage, à travers
l'univers du vin, qui est un milieu qui me passionne toujours autant. Mais en tout cas, où, tout ça m'a amené à vraiment m'intéresser à l'humain, de la même manière que je m'intéressais au vin, de comprendre un peu d'où il vient, qu'est-ce qui fait que justement, et voilà, qu'est-ce qu'on peut ressentir au contact, qu'est-ce qui fait l'unicité, en fait, chose comme on peut l'explorer dans le vin, le voyage, cette invitation à découvrir, à sortir des sentiers battus pour mieux se connecter à soi. Et c'est pour ça que je suis formée en sophrologie et en hypnose et j'ai pratiqué donc en cabinet pendant plus de 3 ans avant de sentir que justement je n'avais pas envie de me définir par mes outils, mais que il y avait bien des thèmes qui m'étaient chers. Et c'est pour ça que j'accompagne beaucoup autour de, voilà, de la reconnexion à soi, de s'explorer et finalement d'être en capacité de se choisir et s'affirmer avec qui on est pour dessiner son parcours de vie et ses choix dans les différents domaines de vie. Et j'ai pratiqué en cabinet jusqu'à la rencontre, donc qui maintenant, bah, ça sera bientôt même l'anniversaire. Ouais, C'est il y a 3 ans qu'on s'est rencontrés et ça a catalysé cette envie de partir sur les routes ensemble, cette envie de connecter et de œuvrer ensemble dans un projet d'envergure, dans une vision, comme tu le disais, singulière. Et c'est de là qu'est née la méthodologie 1+1 = 11 et cette envie de porter une voix sur le couple inspirant. Merci pour vos parcours qui sont déjà très très riches. Et avant d'arriver sur cette méthode, ça me donne déjà envie de vous poser la question de comment est-ce que finalement vous avez fait ce pas d'imbrication, de collaboration et comment est-ce que finalement vous avez fait le choix à la fois de cette vie en itinérance et de cette co-construction, de cette collaboration et d'aller justement mélanger vos deux unicités dans un univers professionnel finalement qui rejoint toutes les parts de vous. Quelles sont les questions peut-être que vous vous êtes posées? Qu'est-ce qui vous a décidé à faire ce saut? Toi, Marie, comme tu le dis, tu avais un cabinet de sophrologie en présentiel que tu as lâché pour faire ce grand saut. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, ça a été vraiment le ressenti du corps qui parle, cette envie, cette effervescence. Et je pense que moi, mon parcours parle beaucoup aussi d'arriver à écouter ce corps et à faire des liens. Et finalement, il y a eu, à ce moment-là, il y a eu un appel du cœur qui était très lié à l'envie. C'est souvent, on dit, on le dit aussi dans le livre, d'y aller all-in. C'est-à-dire de dire, et si on faisait pas à moitié, et si finalement, tiens, si je m'autorise à écouter, en fait, ce qui vibre, à écouter chacune de mes cellules qui a envie de voyage, qui a envie de cette aventure, et que je laisse la place, même si on est bien d'accord que ça amène aussi pas mal de chaos, parfois. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'était vraiment ce ressenti du corps, quoi, qui a primé. Oui, et ce qui a fait effectivement que on s'est autant imbriqué, en tout cas par exemple professionnellement, si je prends la partie professionnelle, c'est le constat que moi j'avais quelque chose effectivement de l'ordre de la modélisation, de la compréhension du fonctionnement de l'être humain. Et il y avait quand même quelque chose où, à un moment donné, il y avait, si tu veux, une espèce d'épiphanie de ah, mais c'est génial, effectivement, ah oui, c'est ça ma mission, oui, c'est ça, machin. Et une espèce de soufflet derrière de ouais, mais finalement, c'est peut-être trop pour moi, oui, mais est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est pas trop pour moi, mais finalement, je vais savoir en faire quelque chose. Et donc, un manque de confiance après cette épiphanie, si tu veux, de la découverte de sa mission qui manquait cruellement. Donc, à l'époque, effectivement, je travaillais avec Julien sur des aspects plus marketing, plus business. Mais finalement, ce qui manquait vraiment à ce moment-là, à cette compréhension de l'impact et du fonctionnement de la personne, c'était qu'elle incarne cet impact-là, qu'elle en fasse quelque chose qui soit vibrant à l'intérieur et qui amène de la certitude et de la confiance, quoi. Et je pense que c'est là où je suis venue un peu challenger le travail de Benoît en disant bah ok c'est bien, j'ai un schéma qui me dit comment je fonctionne, mais voilà j'ai besoin de le vivre, j'ai besoin de l'expérimenter, j'ai besoin de savoir l'observer, en autonomie en fait sentir que tout ça vibre en moi. Et c'est à ce moment-là, je pense qu'il y a une émulation et on se rejoint beaucoup là-dessus, hein, sur la stimulation, sur la profondeur, sur des randonnées en nature à perte de vue jusqu'à parler, mais qui est aussi l'histoire de notre rencontre, hein, qui se fait beaucoup à base de stimulation et au bout d'un moment de se rejoindre aussi dans l'union des cœurs, des corps et de l'esprit, quoi. C'est vraiment ça qui s'est joué aussi. Donc il y a vraiment un 1+1 = 11, on va sûrement parler, mais qui s'est créé entre voilà, la capacité de modélisation de l'être humain et en même temps l'incarnation de cette modélisation, quoi. Et c'est ce qui a créé effectivement la catalysation d'une seule méthodologie, quoi. Alors justement, merci de me tendre la perche. Donc aujourd'hui, votre vision du couple, on pourrait justement la résumer à cette équation 1+1 = 11, qui est la méthodologie que vous avez conçue. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette équation-là? Est-ce que vous pourriez nous donner peut-être des exemples de comment est-ce que ça s'illustre aussi dans votre propre couple aujourd'hui? Alors, ce qui est intéressant dans le 5 à 11, c'est déjà de voir en quoi c'est très lié
aussi à nous deux et à la manière dont on l'a créé. Dans le sens, on dit souvent en rigolant que je vais être garante du 1 et Benoît va être garant du 11. C'est-à-dire que voilà, quand on parle de moteur valeur, de ce qui nous anime, c'est vrai que Benoît est très inclusif. Là où moi je vais être plus exclusive, c'est vrai qu'on voit bien qu'avec nos vibrations différentes, on apporte chacun en fait la singularité de cette méthode, de se dire bah tiens, comment est-ce qu'on peut prendre sa place pleinement, être chacun pleinement son 1, et en même temps, ce 11, c'est bien que ces 1 ne disparaissent pas, et en même temps, en fait, se sentir augmenté par la présence de l'autre, tout en restant complètement soi. Donc c'est ce qui vient créer, en tout cas dans cette grille de lecture, dans cette méthodologie, cette vision, la notion d'avoir des co-créations où chacun ne disparaît pas et où on peut s'exprimer à pleine puissance, ensemble ou individuellement. Et donc, ça signifie que l'innovation qui est derrière, et ça a d'ailleurs beaucoup surpris les rôles dans un premier temps, on passe beaucoup de temps sur l'individu à définir effectivement quelle est son unicité, sa vibration, avant de co-construire. Comme si, en fait, le couple n'existait que parce qu'on existe d'abord individuellement. C'est important, effectivement, à travers cette méthode, de bien comprendre qu'il y a tout un travail, quelque part, de renaissance à soi-même et de redécouverte de qui est l'autre. J'utilise beaucoup ça, c'est-à-dire la capacité à se revoir de manière pleine et entière avant qu'on aille co-construire avec l'autre. Et d'ailleurs, le 1 plus 1 égale 11 existe d'abord à l'intérieur de chaque individu avant d'exister dans le couple. Donc, c'est aussi important de retrouver la pleine et entière place de tout ce que l'on est avant d'aller chercher un autre 11 à l'extérieur de soi, quoi. Et comment on arrive à mettre justement de la conscience sur cette valeur qu'on apporte qui est unique dans la relation? Par quoi ça passe? Très bon moyen de s'en rendre compte. C'est au contact de l'autre. C'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que bah tiens, je m'expérimente en permanence au contact de l'autre. Et nous, c'est ce qu'on appelle justement des tamis, des zones d'observation qu'on peut développer qui permettent de mettre le doigt sur tiens, qu'est-ce que j'apporte qui est différent, qui est singulier, qui est unique et que peut-être la personne avec qui je suis n'apporte pas. Je peux donner un exemple d'un tamis qu'on utilise, qu'on développe cette notion dans le livre, que nous on aime particulièrement, qui est celui de l'irritant. C'est-à-dire de aussi se servir toute information et de dire tiens, où est-ce qu'on a tendance à s'irriter mutuellement, qu'à cet endroit-là, il y a une mine d'or d'informations de en fait qu'est-ce que j'apporte qui est différent de ce que l'autre apporte, hein, parce que souvent sur ces zones de différence, on va voilà potentiellement se dire tiens, c'est un endroit où on s'oppose et l'idée c'est d'aller voir en quoi est-ce que quand chacun sort de vision, on fait des compromis, mais si chacun s'autorise et s'engage à être pleinement lui-même, ces surfaces d'irritation deviennent les plus belles surfaces de co-création. Et nous, on le sait typiquement sur moi, je sais qu'en termes de, voilà, un de mes super pouvoirs va être autour de la profondeur, de la précision. De l'exactitude. De l'exactitude, voilà. Une forme d'exactitude, alors que Benoît, toi, typiquement, tu vas avoir quelque chose qui n'est pas du même ordre. Bah, qui est celui de la modélisation et du 80-20. C'est-à-dire que moi, je fais de la structure et quand on fait de la structure, on fait plutôt du 80-20. On a tendance à pas être dans la précision et dans l'exactitude des propos qui doivent permettre de pleinement exprimer qui l'on est. Non, moi, je vais vraiment modéliser en 80-20 et effectivement, ça amène une autre vision qui est du tout pas très fine et pas très précise, là où Marie apporte quelque chose de beaucoup plus précis dans sa manière d'exprimer les choses, quoi. Là où moi, je vais plutôt être aller dans la finesse des ressentis, aller en profondeur, explorer pour derrière, en fait, avoir cette qualité, cette capacité à exprimer finalement. Hein. On peut voir déjà que ça, bon, on le voit dans la méthode, et c'est intéressant parce que depuis qu'on se parle, on voit bien que Benoît apporte énormément d'éléments de modélisation, fonctionnement, là où moi, je suis plus sur, voilà, sur exprimer, comment on le ressent, l'appel du corps, et c'est vraiment ce qu'on voit, hein, et ce qui crée le 11 de la méthodologie, mais c'est partout dans notre quotidien. On s'amuse énormément, nous, avec ça, de dire même dans la manière de faire les courses, même dans la manière d'envisager un voyage, même dans la sexualité, en fait, dans tous les domaines de vie, ces dimensions-là, on les retrouve. Hein. Et donc, c'est intéressant de se dire que, bah, tiens, c'est quoi une sexualité qui se co-crée entre quelque chose qui est de l'ordre de la modélisation du 80-20, mais qui a une notion de précision, de connexion au corps et ressenti. On pourrait se dire, waouh, ok, comment est-ce qu'on prépare ou on planifie des projets de vie ou un voyage avec ces deux visions-là, là où typiquement on pourrait avoir des surfaces de friction. C'est vrai que cette méthodologie, elle a à cœur d'apporter en fait cette danse à deux, de dire, bah ok, en fait, tiens, et si, à quel moment est-ce qu'il va y avoir du 80-20, à quel moment on part en précision, à quel moment est-ce qu'on est en modélisation, à quel moment on apporte du ressenti, et de laisser en fait circuler librement chacune des énergies de manière à sortir de l'illusion que ça s'oppose et que ça se confronte, mais d'accéder à quelque chose voilà, qui touche à une vision transpersonnelle de ok, mais en fait tout est dans tout, et finalement comment on laisse circuler librement qui on est pour faire de notre couple un 11 où en fait il n'y a pas de compromis à faire. On s'enrichit finalement de ces surfaces qui, a priori,
pourrait se dire qu'elle nous oppose. Ça donne, par exemple, prendre un exercice toujours un peu délicat quand on entreprend ensemble qui s'appelle faire un business plan et commencer à se projeter dans l'avenir. Ça donne effectivement un moment où, au lieu de se mettre assis à une table, de poser Marie devant un fichier Excel et de la voir s'éteindre peu à peu au bout de 10 minutes, un quart d'heure, et encore, je suis gentil. Mais j'ai pris la vidéo où elle fait semblant d'être intéressée et après où on voit en photo déjà la tête rentrée dans les épaules en train de s'éteindre. Ben non, finalement, un business plan, on le fait finalement en marchant au bord de la plage où moi j'explique effectivement la vision, ce que je vois à l'avenir. J'amène différentes options de business plan, de vision et Marie, effectivement, connectée à son corps parce qu'on est en mouvement à ce moment-là, va ressentir quelles sont les options qui, euh, qui lui parle le plus pour pouvoir vivre une expérience où elle se sent pleinement vivante. Et ça va permettre effectivement d'avoir un exercice qui est au final beaucoup plus efficace que de vouloir tester plein d'options parce qu'effectivement, moi, j'en ai identifié plein et éventuellement, pour Marie, bah, effectivement, quelque chose où, c'est effectivement, connecté au présent, elle a malgré tout quelque chose dans lequel elle peut se projeter, quoi. Ça donne un exemple très concret d'application dans la vie d'entrepreneuriat quand on voit effectivement deux aspects qui, sur le papier ou dans la vie réelle, pourraient profondément agacer l'autre de ah, tu t'intéresses pas à l'exercice ou ah, mais ton exercice, il me saoule. Et du coup, j'adore ton exemple, Benoît, parce que justement, vous parlez beaucoup de cette notion finalement de co-construire sans compromis dans la relation. Et moi, la question que je me posais, c'est comment est-ce qu'on parvient à co-construire avec les parts de l'autre qu'on apprécie moins? Et finalement, ce que j'ai l'impression de comprendre dans ta réponse et dans ce que tu partages, c'est en essayant de prendre en considération quelque part quelle est sa manière d'appréhender les choses, quelle est sa manière de soit de raisonner, soit de vibrer, soit de ressentir et d'essayer en fait de le prendre en considération dans la façon dont tu vas expérimenter, enfin, l'infiniment grand comme l'infiniment petit finalement. Oui, et ça demande une connaissance de soi qui est de se responsabiliser, de dire tiens, quand il y a du 20-80 et que je peux être en train que ça peut m'irriter, bah, une fois que je sais, ah oui, mais moi en fait, ok, j'amène des super pouvoirs autour de la précision, de la profondeur. En fait, tout va bien. Je suis cohérente avec moi-même. C'est normal en fait que je rentre en réaction parce qu'en fait, tout ça parle de moi, en fait, parle de qui je suis et du coup parle de, bah, ça en fait, ça rejoint ce que tu disais, comment on met de la valeur sur soi, sur son unicité. C'est qu'à ce moment-là, bah, tiens, je peux soit être dans le choix de bah, je vais m'énerver sur l'extérieur et la personne et défendre que j'ai raison avec ma manière de faire les choses, mais bon, c'est pas forcément la meilleure piste pour arriver à co-créer. Ou alors je peux tiens retourner et me dire ok, qu'est-ce que ça dit de moi, qu'est-ce que cet énervement, qu'est-ce que ces ressentis que j'ai racontent de moi. Tiens, 20-80, je rentre en réaction. Précision et profondeur, c'est quelque chose que j'apporte. Bah, génial, ça veut dire que bah, ok, à quel endroit est-ce que quand on se projette ensemble, il y a besoin en fait de ce 20-80 et il va même encore plus peut-être amener une place juste à ma précision, à ma profondeur. Parce que bah, on est bien d'accord que parfois, si on commence par du 20-80, bah, derrière, c'est encore plus un laser pour amener de la précision, de la profondeur. Et inversement, parce que tout ça va s'alimenter. On pourra très bien imaginer des situations où on commence par la précision et derrière on passe. Et c'est d'aller en fait créer cette navigation sur l'ensemble. Et c'est ce qu'on invite à faire aussi, c'est d'être conscient aussi des points où en fait de manière récurrente on observe que on pense que ça s'oppose. Et dans ce que dit Marie, il faut bien comprendre la notion d'être augmenté. C'est-à-dire que non seulement ça vient me compléter, c'est-à-dire qu'effectivement cette exactitude vient compléter par exemple mon 20-80-20, mais ça vient l'augmenter en fait. C'est-à-dire que non seulement cette exactitude vient me compléter, mais elle vient apporter quelque chose qui est important pour moi. Par exemple dire, bah, au lieu de tester plein de pistes, elle va me dire la piste qui lui semble la plus pertinente pour vivre l'expérience qui nous correspond. Et donc moi, je vais non seulement effectivement pouvoir exprimer mon 20-80, en plus, je vais pouvoir gagner en efficacité, qui est une autre valeur pour moi. Donc en fait, c'est pas une simple complétude par l'autre, c'est une augmentation. C'est ce qu'on appelle une danse, en fait, finalement, une danse qui crée une symbiose de, bah, en fait, ça circule entre, parce que finalement, effectivement, ce que j'apporte va à un endroit répondre à ce que tu apportes et on se renvoie, en fait, cette énergie pour avancer de manière fluide dans les projets. On est bien d'accord, c'est pas toujours fluide non plus, hein, et c'est important de le rappeler parce que, bah, parfois, cette connaissance de soi passe par des chaos et aussi de l'envie qu'on a envie de transmettre, c'est de faire de ces chaos des surfaces d'apprentissage et des surfaces où on grandit individuellement et ensemble. Merci pour vos partages. Il y a
Autre chose que j'avais envie d'aborder avec vous, je sais que vous dites souvent que justement le fait que le couple dure, c'est pas forcément un but en soi, mais c'est plutôt finalement la conséquence du fait de créer une aventure qui nous rend profondément vivants, de pouvoir créer ses propres codes, ses propres règles du jeu. C'est une notion qui me parle énormément parce que moi je viens de terminer de délivrer un programme sur l'entrepreneuriat durable dans lequel j'explique justement en fait comment créer une activité qui soit à la fois profondément nourrissante, impactante, épanouissante. Et pour moi, ça passe par le fait de créer une activité au service du vivant en soi et autour de soi, dans lequel on s'autorise à s'exprimer pleinement, exprimer son unicité, dans lequel on s'autorise aussi à évoluer pour pas s'enfermer finalement dans ses propres règles et dans ses propres codes et qui est finalement au service de notre vie, au service de nos différents domaines de vie et au service de notre croissance personnelle. Et c'est rigolo parce que dans le programme, je fais plein de liens avec le couple parce que pour moi, il y a vraiment des ingrédients qui peuvent se transposer en fait dans différents espaces. Et je sais que finalement de pouvoir vivre comme ça, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le couple, différents espaces, ça demande en fait de pouvoir réinventer justement ses propres codes, ses propres règles. Et c'est tellement difficile de faire ce travail-là. Est-ce que vous auriez des pistes pour les personnes qui nous écoutent? En fait, la première des règles, c'est de revenir à qui l'on est de manière systématique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui voudrait qu'on aille chercher à l'extérieur de soi, tu vois, des méthodes ou des techniques sur comment je m'aligne à quelque chose d'écologique en termes d'entrepreneuriat. Et en fait, souvent, on va oublier que notre vie démontre en permanence qu'on sait entreprendre dans plein de domaines de vie à notre manière, quoi. Il y a quelque chose qui est hyper important dans ce qu'on aborde, c'est d'aller voir en quoi ma vie démontre sous quelle forme je sais entreprendre et comment j'entreprends déjà dans ma vie. J'aime bien cette phrase qui dit que si vous pensez que vous n'êtes pas commercial et que vous êtes parent, mais en fait vous ne le savez pas, mais vous êtes déjà d'excellents commerciaux. Parce que pour vendre quelque chose à un enfant, il faut avoir sa propre technique personnelle. Tu vois. Ouais, et c'est tout cet élément effectivement d'observation et d'avoir quelque chose qui est ancré dans le quotidien et de repartir de soi, là où il y a plein de techniques, de méthodes, de propositions qui enrichissent cet espace, mais c'est intéressant de se dire, ok, et si finalement, et nous c'est ce qu'on s'amuse souvent à faire, on demande aux personnes de décrire leur manière, on les observe même parfois prendre leur petit déjeuner, on les observe dans des moments, voilà, on leur demande comment ils font leurs courses, comment ils organisent un week-end en famille, parce que tout est là en permanence. Et finalement, cette capacité d'observation, on voit bien. Moi, je sais que par exemple, dans tous les grands projets de ma vie, dans toutes les grandes décisions, mes plus grandes décisions ont été prises non pas d'une manière rationnelle, mais d'une manière en fait où c'est parti des tripes et où derrière ça m'a mis en mouvement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de fortes chances pour que dans ma manière d'entreprendre, ce soit une dimension qui est très importante et qui va beaucoup me nourrir et me donner de l'énergie. Alors donc je pourrais prendre une méthode qui est super et marche certainement très bien pour la personne qui l'a créée, mais c'est intéressant de commencer à avoir un esprit critique, de dire ok, qu'est-ce que je prends peut-être d'un outil qui m'inspire et me facilite, mais on est bien d'accord que le dénominateur commun, c'est que ça me ressemble en fait, c'est que ce soit en cohérence avec qui je suis. Et du coup, si je prends par exemple le moteur de ressentir, je sais que moi c'est ma manière de prendre mon petit déjeuner le matin. Pas de règle, c'est tiens, qu'est-ce que je ressens, est-ce que j'ai envie de manger, est-ce que j'ai pas envie de manger. C'est ma manière de faire un voyage. Tiens, tout d'un coup, il y a une idée qui me vient et puis je pars en exploration sur les destinations. Et c'est vraiment ça, en fait, l'invitation, c'est de se dire que tout est là dans le quotidien à chaque instant et d'inviter chacun à avoir cette curiosité qui ramène aussi de l'émerveillement qui on est pour inciter à se dire, ok, ça viendra pas effectivement de l'extérieur. Comment je peux m'en saisir? Comment je peux avoir cette curiosité d'être moi-même? Parce que c'est de là que va partir ma manière d'entreprendre typiquement. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime bien une phrase qui dit en fait apprenez des techniques pour les désapprendre. Et pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce qu'en fait, si on reste collé à une technique, on reste collé à quelque chose qui n'est pas soi. Ce qui est intéressant, c'est effectivement d'apprendre des techniques, mais derrière de les réintégrer à mais qu'est-ce que je prends de la technique qui me correspond de manière à ce que cette technique devienne mienne et pas l'inverse. Et c'est tous les leurres qu'on voit dans un certain nombre de formations sur le digital, sur la communication, sur comment embaucher, sur comment manager, qui sont autant de techniques qui ont fonctionné pour les gens qui l'ont créé, mais qui ne sont pas forcément adaptées à chacun. Et donc, il y a une réintégration à chacun à faire. Oui, c'est là où finalement l'enjeu qu'on avait avec cette méthode 1 + 1 = 11, c'est l'enjeu d'avoir une méthode qui est organique. C'est-à-dire que c'est pas une procédure à appliquer, c'est vraiment et c'est très déstabilisant. On le voit en accompagnant parfois que ça déstabilise, de dire oui, mais il ne pourrait pas y avoir plus de support, plus de procédures. Et en fait, c'est un parti pris de dire non, en fait, ça va être organique.
En fait, la seule chose que tu as à faire, c'est observe ta journée et vois après quoi tu as plus d'énergie qu'avant et après quel type d'action tu as moins d'énergie qu'avant. Et tout va partir de là. Et c'est intéressant parce que ça demande effectivement une forme de lâcher prise et on le voit aussi parfois en accompagnant des dirigeants qui ont l'habitude d'évoluer dans des univers très cadrés, qui vont être déstabilisés, de dire mais on sait pas, et de se dire mais oui, acceptons en fait que si ça vient de moi, bah oui, ça va être une exploration. Oui, j'aurai pas toutes les clés dès le début, mais en fait l'aventure n'en est que plus riche. C'est vraiment d'incarner ça aussi, de se dire mais revenez à l'intérieur et observez le monde. Et tout est là. Remettre de la cohérence. C'est ça l'objectif. L'un des grands enjeux de la méthode, c'est de remettre de la cohérence pour que tout ce que je décide à l'avenir soit cohérent avec moi-même et donc soit cohérent avec toutes mes manières de décider dans la vie, de choisir dans la vie, d'analyser dans la vie, de communiquer dans la vie. Et donc, c'est de revenir à cet essentiel de qui je suis et comment je fais les choses sous plein de formes différentes et de regarder quel est le trait commun de ma manière de fonctionner. Est-ce que c'est de l'efficacité? Est-ce que c'est de l'harmonie? Est-ce que c'est en passant par l'analyse? Est-ce que c'est La structuration, est-ce que c'est de mettre et de poser les mots en fait là-dessus et de voir les récurrences dans ces différents domaines de vie commence à créer cette cohérence et cette assertivité de dire bah ok, voilà ce qu'on me propose, voilà ce que telle méthode propose, mais non, moi je vais le faire comme ça parce que ça c'est moi. J'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment cette idée, moi j'appelle ça, tu sais, être soi en présence de l'autre. Donc c'est comment est-ce que je parviens à rester moi en présence de l'autre. Mais pour moi, dans ce que vous apportez, il y a vraiment une dimension supplémentaire de finalement ce 1 + 1 = 11. C'est ensuite comment est-ce qu'on arrive à rester nous en présence des autres et des différents écosystèmes dans lesquels on peut être amené à graviter. Comment est-ce que finalement on peut réussir à accomplir ça, à garder notre singularité aussi finalement de couple et cette alchimie et cette façon de fonctionner, de co-construire ensemble dans différents espaces et dans différents écosystèmes? en fait de plus en plus, au moment où on va créer cette cohérence autour de l'unicité, on va mettre en place en fait ce qu'on appelle vraiment une boussole interne. Et c'est cette boussole interne qui va en fait régulièrement réagir par des ressentis, des émotions, des pensées, des sentiments qui vont créer tout un dialogue interne qui est soit dans le corps, soit dans le mental et qui s'exprime. Et en fait, dans l'espace du couple, il y a une réelle écoute en fait de ce qui se passe chez chacun en permanence en termes de réaction de l'inconscient et de cette boussole interne qui réagit par le corps, les émotions et à nouveau les ressentis et les sentiments. Et c'est cette écoute-là qui fait que on va rester en présence de chacun. Ça va permettre en fait de savoir où en est chacun dans une situation, qu'est-ce qui s'exprime chez chacun en termes de super pouvoir, en termes de moteur, en termes de valeur, de manière à ce qu'on puisse décider ensemble de la manière dont on va fonctionner en fonction des deux boussoles internes. Donc en fait, c'est très lié à la manière dont on est capable d'écouter en fait ces boussoles internes et de les exprimer à l'autre et du coup en fait de co-construire à partir de ces deux réactions de deux boussoles internes, quoi. Et après, concernant effectivement les différents écosystèmes, ça m'amène à partir aussi sur vraiment la dimension aussi transpersonnelle du couple. Et il y a aussi cette dimension-là, en fait, dans le couple Inspirance, qui invite, en fait, de se dire, bah, de la même manière de se dire, oui, je suis moi, effectivement, j'ai une enveloppe corporelle, mais je suis dans un monde et je peux avoir l'impression que je suis séparée du monde autour. Comment savoir que ça fait son chemin, cette idée de dire, bah, effectivement, je fais partie, en fait, d'un tout, même si j'ai une vibration singulière dans ce tout. C'est ce qui amène ce 11, mais quand j'entends différents écosystèmes, c'est aussi d'être en lien avec dire, tiens, quelle responsabilité on porte en tant que couple, qu'est-ce qu'on a envie de porter, et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on se pose beaucoup la question à titre individuel, d'avoir, voilà, de l'engagement pour des causes, et c'est vrai que nous, ça nous passionne. Je trouve que ça ajoute une aventure supplémentaire, en fait, de dire, tiens, et si, qu'est-ce qu'on porte à deux, et à travers différents écosystèmes, et comment est-ce qu'on va être ambassadeur finalement de aussi d'une vision, ambassadeur d'une je pense que ça te parle aussi peut-être avec la notion d'engagement, aussi de dire tiens, comment est-ce qu'on peut porter une responsabilité ou quelque chose qui nous tient à cœur en 1, mais tiens, qu'est-ce que ça donnerait en fait en 11, parce que forcément il y a sans doute d'autres causes ou d'autres choses qui sont importantes pour l'autre. Tiens, comment ça se marie et comment derrière ça nous invite à même amener notre voix peut-être dans des écosystèmes dans lesquels on n'aurait pas pensé, parce qu'on s'enrichit aussi de la créativité de l'autre et des rencontres. Ça, je pense qu'il y a une dimension qui est passionnante à explorer à deux. Oui, parce que c'est vrai que ça a créé ce 11, en fait, c'est la vibration du couple, en fait, hein.
C'est passionnant parce qu'on voit d'ailleurs, et c'est toute la magie finalement, la vie est très généreuse parce qu'elle nous apprend à travers ce qu'on modélise là-dedans, c'est qu'effectivement, 11, c'est quand même beaucoup plus puissant que un tout seul, quoi. Je crois qu'on se l'est dit cette semaine au moins 10 fois. On s'est dit, mais on n'aurait jamais pu faire ce qu'on est en train de faire seul, ou en tout cas à ce rythme-là, à ce niveau-là, Ça n'aurait pas été pareil, ça c'est sûr. à cette intensité-là, et c'est parce qu'effectivement, on a 2-1 qui dansent dans un 11. Et c'est magique de voir effectivement que du coup, et on se le dit sur plein de domaines, on se dit en fait, on voit que de plus en plus, on danse naturellement sur ce qu'on a à faire, on se répartit en fait assez naturellement les choses parce que nos 2-1 ont appris à danser ensemble, quoi. C'est une belle porte ouverte pour les entrepreneurs aussi. On parle souvent, cette notion de dire, bah oui, je peux le faire tout seul, ok, mais en fait, tiens, est-ce que parfois je fais pas tout seul parce que je suis dans l'illusion qu'en fait je ferais mieux tout seul? Je dire non, non. Et si j'apprends en fait à m'entourer, et si j'apprends à aller chercher des complémentarités qui certes me challenge parfois, mais quand on apprend à danser ensemble, nous permettent voilà, de se déployer individuellement et dans des groupes. Et ça amène effectivement à élargir la notion de couple, au duo, à des associés, même voilà, à des familles, à des porteurs de projets, des associations. Il y a plein d'endroits en fait où cette capacité à co-créer est la clé de demain. En fait, hein. Ça me parle beaucoup ce que tu dis, Marie. Moi, je dis souvent qu'il y a une grande illusion qu'on a. Je ne sais pas si c'est davantage en tant que femme, mais c'est cette idée d'être une femme forte et indépendante. Et pour ça, pour moi, ça nous dessert tellement, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le couple, parce qu'en fait, on ne va pas laisser l'espace à l'autre pour qu'il puisse prendre sa place, et on ne va pas pouvoir danser, justement, être dans ce mouvement, dans cet accueil que l'autre amène. Et oui, moi, c'est vrai que je me dis souvent que j'aurais jamais pu accomplir tout ce que j'ai accompli sans la présence d'Erwan, et de voir aussi quelque part notre danse, notre co-création, d'avoir quitté tous les deux nos activités, de voir qu'aujourd'hui c'est pareil, nos activités s'entremêlent, et puis cette vie voilà, sur 2 pays différents entre le Sénégal et l'Afrique du Sud. Il y a vraiment cette sensation aussi de danser, donc ça résonne beaucoup avec votre partage. Merci beaucoup à tous les deux. Benoît, tu parlais tout à l'heure de l'importance de s'approprier une méthode, de s'approprier des enseignements qu'on peut entendre, recevoir de l'extérieur pour vraiment les faire siens et les incarner pleinement. Moi, la façon dont je le vois aussi, c'est un peu comme si finalement on allait piocher des ingrédients qui nous appellent dans la recette de quelqu'un pour en faire notre propre recette. Selon vous et d'après votre méthode, quel est peut-être l'ingrédient clé, l'ingrédient principal qui fait la réussite d'un couple, ou en tout cas qui fait du couple un couple inspirant? Moi, je dirais, c'est un constat qu'on a presque en entrée de programme pour voir si la méthodologie va fonctionner sur le couple. C'est la volonté de grandir ensemble. Et ça, c'est important parce que c'est là qu'en fait, on se rend compte que des couples finissent par se séparer. On voit effectivement des parcours qui, peu à peu, prennent des dimensions différentes. Et c'est à un moment donné, quand il y en a un qui dit, bah tiens, moi j'aimerais bien qu'on avance là, machin, et l'autre te dit non, mais en fait, moi je vois pas, il n'y a pas de problème, machin. Et que là, il y a une désynchronisation où en fait, on voit plus qu'on a plus l'envie de grandir ensemble, en fait, ou plus cette même envie de grandir ensemble. Et donc, je dirais que l'une des clés majeures qui fait que ça fonctionne pour un couple, c'est qu'on peut travailler individuellement, ça peut fonctionner, mais pour le couple en lui-même, en fait, la danse se met en place que si à un moment donné, on a décidé de grandir ensemble, en fait. Pour moi, ça rejoint vraiment cette notion effectivement de grandir, mais de grandir individuellement et ensemble. Il y a vraiment pour moi dans le couple, et aussi ça parle aussi de mon parcours, hein, cette notion, la clé c'est en quoi le couple va me faire grandir individuellement. Et c'est vraiment ça aussi moi que je vois. Et c'est rigolo parce qu'on retrouve, je disais que j'étais garante du 1 et Benoît garant du 11. Benoît parle de grandir ensemble et moi je parle de grandir individuellement. Donc c'est souvent on parle de grandir individuellement ensemble. Et c'est vrai, et ça fait écho avec que tu partageais juste avant sur la notion de... je sais que moi en tant que femme, voilà, en ayant vraiment des moteurs, des valeurs fortes autour de l'indépendance, de se choisir, s'affirmer, je pense que quand on est parti sur les routes et on passe clairement énormément de temps ensemble, je pense que beaucoup de mes proches étaient très surpris de dire waouh, mais comment ça elle va pas tenir quoi, parce que je suis très, très indépendante. Et finalement, je me suis jamais sentie aussi indépendante et affirmée qu'aujourd'hui, alors qu'on est très imbriqués dans nos projets. Et je pense que c'est ça aussi, c'est vraiment en même temps d'arriver à voir en quoi j'ai envie de grandir individuellement et ensemble. Et comme ça, on a vraiment les deux dimensions de dire, OK, ça va servir mon 1, on va construire un 11. Et du coup, en fait, que je sois ou pas dans ce couple, ça enlève l'enjeu que ça dure. C'est une conséquence naturelle, effectivement, de créer cette aventure parce que, en fait, on reste chacun plein et entier. Donc, c'est vraiment ces deux dimensions. Et pour reprendre ce que tu disais par rapport à l'indépendance des femmes, c'est effectivement se tromper sur la véritable indépendance, c'est de croire que l'indépendance va se faire au détriment de l'autre, entre guillemets, ou en tout cas presque
en opposition à ce que l'autre pourrait générer comme manque d'indépendance ou comme voilà que ça priverait mon indépendance et d'en faire quelque chose où en fait l'espace du couple est un endroit où finalement on co-construit tellement qu'on est tous les deux extrêmement indépendants sur qui l'on est quoi. Il y a du chaos, on est d'accord. Et ça challenge, mais ça challenge au bon endroit. Et c'est ça qui est intéressant aussi quand on parle de cette envie de grandir individuellement ensemble. Bah, c'est ce qui fait que chaque chaos est une manière d'apprendre à, voilà, de s'ajuster ensemble, une manière de mieux savoir qui on est, une manière d'encore mieux l'exprimer et comment on avance avec ça. Et finalement, de créer une vie et un couple dont on n'a pas besoin de s'échapper pour respirer, parce que ça vit, parce que ça respire, parce que ça danse en permanence. Excellent, c'est une super Je remarque. pense que c'est une des questions qu'on nous a le plus souvent posées. Ouais, et c'est même la première fois où, quand on a rencontré un couple, on était à la montagne et il nous dit ouais, mais nous c'est hyper important qu'on ait des espaces pour respirer. Et là on se regarde, on comprend pas trop en fait ce qu'il raconte quoi. C'est intéressant ce que ça amène. Ça veut dire si j'ai besoin de respirer, ça veut dire que j'ai besoin d'un espace où je peux être différente de celle que je suis dans mon couple. Donc il y a un truc qui a besoin de respirer, mais qui du coup j'étouffe. Et c'est intéressant. Une fois de plus, ça ne veut pas dire qu'un couple inspirant est un couple qui fait tout ensemble. Mais c'est de dire tiens, et si finalement parler de cette cohérence, cet alignement, bah, il commence en fait par le fait d'assumer, d'oser être pleinement soi. Je suis la même que je sois seule ou avec des amis ou quand on est dans notre couple. Et c'est intéressant, il n'y a pas de compromis. Et c'est de là que vient en fait cet équilibre effectivement de se dire bah ok, je vais être pleinement moi et je vais apporter moi dans tous mes domaines de vie et dans tous les différents écosystèmes dans lesquels j'évolue. Merci, merci. Ça résonne tellement ce que vous dites. Pour moi, le podcast s'appelle Oser l'aventure d'être soi. Et s'il y a une des aventures qui nous permet de se révéler, de nous révéler à nous-mêmes en premier lieu, c'est bien l'aventure du couple parce que justement, il y a tout ce jeu de friction, de miroir, de grandir ensemble, de co-création que vous avez amené. Merci beaucoup pour ce que vous créez, pour ce que vous partagez. On arrive vers la fin de cet épisode. Est-ce que justement, il y a quelque chose que vous auriez envie d'ajouter, un message pour les personnes qui nous écoutent, que vous auriez envie de transmettre pour pouvoir co-créer dans l'aventure du couple? Si j'avais un message à passer, ce serait finalement le niveau de responsabilité qu'on a tous à prendre individuellement sur nos chemins, quoi. Il y a quelque chose que j'ai parfois beaucoup constaté, que ce soit dans le milieu du salariat ou chez les entrepreneurs, c'est d'attendre beaucoup de l'extérieur, d'attendre beaucoup de la structure, de mon manager, de mon entreprise. Et je stigmatise pas du tout le système français qui est très aidant, mais il y a effectivement beaucoup d'aide, même à la formation. Et parfois, il y a un manque de responsabilité à prendre sa vie en main et même dans l'espace du couple, à ce qu'on attende que ce soit l'autre qui fasse ce dont on a besoin. Et il y a vraiment quelque chose d'aller se responsabiliser sur, et c'est pas de l'ordre de la communication non violente, hein, c'est vraiment de ma motivation, elle n'appartient qu'à moi. Et en couple, c'est vraiment l'endroit incroyable pour pouvoir tester justement la prise de responsabilité de qu'est-ce que je veux être et qu'est-ce que je veux apporter dans le couple, qu'est-ce qui fait que je vais rester accroché et moteur et que je vais avoir envie de vivre intensément dans ce couple. Ça n'appartient qu'à moi et c'est à moi de l'apporter et c'est à moi de prendre ma responsabilité, de danser moi dans cet écosystème-là, quoi. Et de mon côté, moi, j'ai quelque chose qui me vient, c'est aussi de ne pas perdre de vue le fait aussi de s'amuser, en fait, dans cette démarche-là. Aussi de parfois se dire, OK, il y a vraiment cette envie de remettre du jeu aussi. Enfin, amusons-nous de qui on est. C'est des fous rires parfois, de voir à quel point, tiens, bah, je te vois avec ton 1,80, tiens, tu viens encore de dire non, mais je pense que, mais des manières de parfois de présenter les choses, mais inconsciemment. Et puis on se regarde, on se dit, bah ouais, oui, il y a ce truc de je te vois. Souvent on parle du film Avatar, Ouais. connecter au-delà de nos comportements anodins du quotidien, dire non, mais je te vois, ah tiens, bonjour, là c'est la précision qui est là, c'est ressentir. Et je veux dire, c'est une phase de jeu en fait, et vraiment il y a cette invitation pour les couples, mais même pour chacun dans sa vie, de se dire mais on est là quand même pour un temps qui est extrêmement court, alors amusons-nous et merveillons-nous de qui on est et créons du jeu avec ceux qui nous entourent et avec soi à l'intérieur. Et j'ai le droit à un petit mot en plus. Et j'aime beaucoup dire que tout ça n'est qu'une histoire d'amour. C'est-à-dire que la vie nous aime énormément en nous mettant en couple d'amour, mais en relation avec des parents, des enfants, des frères et sœurs, des amis, parce que tout ça n'est qu'un espace où l'on grandit et que chaque écosystème est un endroit où en fait la vie nous aime un peu plus à être nous-mêmes, nous permettre d'aimer les autres avec encore plus de justesse. Donc tout n'est qu'une histoire d'amour et cet espace du couple, au-delà de la représentation amoureuse du couple, n'est qu'un espace où en fait où on a à apprendre plus à s'aimer pour mieux aimer l'autre et pour mieux aimer ensemble, quoi. Donc on aime beaucoup résumer ça par je t'aime, je m'aime, je nous aime, j'aime. Merci Benoît.
Où est-ce qu'on peut, Marie et Benoît, vous retrouver? Est-ce que vous avez envie de nous partager un petit peu ce qui arrive pour vous dans l'actualité brûlante des prochains jours? Comment ça va se passer? Eh bien, à l'heure où ce podcast sortira, on sera le lendemain de voilà, de la soirée de lancement à Paris du livre, avec les éditions Erol. Et nous serons donc en train de partir sur les routes parce que voilà, on est, comme quand on dit, de faire du soi, mettre plus de soi dans sa manière de communiquer. Ben, nous, notre manière étant itinérant depuis 3 ans maintenant, eh bien, c'est sur les routes, c'est de provoquer des rencontres au fil de nos voyages. Donc, on sera présent sur, en tout, donc 12 dates en France, du 6 juin au 6 juillet. Donc, il y a toutes les informations sur nos réseaux sociaux, Le Couple Inspirant, et sur notre site internet. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire sur les différentes dates. C'est des moments de dédicace, de partage autour du livre. On le voit, ce thème est passionnant parce que chacun a un avis, chaque avis parle de qui on est. Donc, on adore échanger sur le thème du couple parce que c'est un livre ouvert de ce qui est important pour chacun et c'est ça qui est passionnant. C'est un premier pas pour mettre plus de soi aussi dans cet espace-là. Et à l'automne, du coup, on aura une tournée d'ateliers. Donc, pareil, on continue le présentiel, des formats d'une journée dans lesquels on sera ravis de retrouver aussi tous les lecteurs du livre puisque l'atelier est basé aussi sur le contenu du livre. Donc, ce sera une autre occasion de rentrer dans le vif du sujet, dans du concret ensemble lors d'un moment convivial. Merci infiniment. Je vous souhaite tout le meilleur pour la sortie du livre, pour tout ce qui arrive. Ça va être riche, ça va être intense en rencontres, en expériences. Et merci à vous de porter ce thème, de porter ce sujet, parce que je pense que c'est un des sujets les plus importants en réalité, le thème de l'amour, comment faire couple ensemble et comment réussir à rester soi profondément dans cet espace-là pour pouvoir grandir et se révéler. Merci du fond du cœur à tous les deux pour ce que vous créez. Merci à toi pour la profondeur de tes questions et la pertinence. Et une fois de plus, cette invitation, c'est très, très touchant. Merci beaucoup. Merci à tous les deux et on a hâte de vous retrouver, de vous recevoir, que ce soit en Afrique du Sud ou au Sénégal. Vous êtes les bienvenus pour de nouvelles aventures. Grand plaisir. Merci à toi. À bientôt. Merci pour votre présence. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager avec vos proches pour continuer à semer ensemble des graines d'inspiration. Vous pouvez également noter le podcast pour contribuer à le rendre plus visible et vous abonner pour être tenu au courant des prochains épisodes. Enfin, pour suivre mes aventures et connaître l'actualité de mes programmes et accompagnements, retrouvez-moi sur ma page Instagram Tiffaine Gualda. À très vite!